c'est-à-dire que Aristote, qui définit la phronésis dans l'Éthique à Nicomaque... Et dont Alexandre était un élève. Alors, effectivement, Aristote était le précepteur d'Alexandre, Alexandre le Grand, qui est un emblème, un autre exemple magnifique de phronésis. En fait, Aristote dit que pour comprendre ce que c'est que cette prudence, cette vertu mystérieuse, puisqu'elle a une part de je ne sais quoi et de finesse, eh bien, il faut l'incarner. Et c'est pour ça qu'il donne cet exemple de Périclès, parce que pour Aristote, eh bien, tout est dit quelque part. Quand on dit que Périclès est la personnification de la phronésis, en fait, on sait à quoi s'en tenir. Et d'ailleurs, Aubin, qui est un grand helléniste, qui a travaillé sur la prudence, qui a fait un livre qui s'appelle La prudence d'Aristote, eh bien, il a cette phrase un peu ironique. Il dit « Personne ne sait définir la phronésis, mais tout le monde sait reconnaître le phronimos, le prudent grec. » Et effectivement, si vous regardez dans votre entourage, quelqu'un qui aurait ce jugement avisé, cet esprit de pénétration, comme disait La Rochefoucauld, parce qu'il arrive à prendre les bonnes décisions, parce qu'il a des conseils avisés, plein de sagesse et de discernement, et que c'est cette personne que vous appelez lorsque vous avez un doute, ou que vous êtes devant un dilemme, ça peut être un ami, un professeur, un collègue, un parent, eh bien, vous avez votre phronimos, en fait. Vous avez cette personne qui est l'incarnation de proximité de la phronésis. En fait, c'est souvent, par exemple, les grands médecins, les grands juges sont aussi des emblèmes, les directeurs d'entreprises saines, les bons managers. Ça peut être aussi un bon père de famille, une mère de famille, quelqu'un qui arrive à mener sa barque. Parce que, en fait, c'est vrai que la phronésis, elle brille de façon flamboyante au sommet de l'État. Parce que là, il s'agit de conduire un énorme paquebot qui est l'État, mais ça peut être aussi la cité. Il s'agit de traverser les tempêtes et d'arriver à bon port. Mais nous-mêmes ne faisons que ça, c'est-à-dire que nous essayons de mener notre propre barque en essayant d'esquiver les écueils, de ne pas nous échouer et d'arriver à bon port aussi, en fait. Et donc, la phronésis, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on la retrouve au sommet de l'État, dans les plus hautes fonctions, dans des jeux qui sont graves, comme le jeu militaire, où il y a la vie des hommes entre nos mains, mais on la trouve aussi au niveau personnel. Et moi-même, j'invoque cette vertu pour les petits dilemmes, les petites décisions de l'existence, comme pour les grands dilemmes. C'est-à-dire que vous arrivez à appliquer ce principe antique dans votre vie moderne, quotidienne. Oui, alors... Bon, vous essayez en tout cas. J'essaye, parce que Aristote, en fait, quand il essaye de comprendre ce que c'est que la phronésis, il dit une chose, il dit « Les jeunes personnes, les jeunes, font rarement preuve de phronésis. » Parce que c'est vrai qu'une jeune personne, eh bien, elle a tendance à avoir le sang qui bout dans les veines. Elle veut militer, elle veut changer le monde. On a comme ça une espèce de jeunesse bouillante. Elle a du mal à la retenue. Voilà, ouais. Elle a du mal à cerner la juste mesure. Et c'est quelque chose qui nécessite du temps, qui nécessite une sédimentation de l'expérience. Et je donne un exemple, le grand médecin, eh bien, c'est un médecin qui a pu pratiquer pendant des années. Et vous-même, j'imagine, préférez voir un médecin expérimenté plutôt qu'un médecin tout juste sorti des études. Pourquoi ? Parce qu'il faut, justement, pour que se crée ce flair tellement important chez le prudent, le phronimos, il faut un temps, il faut savoir lire les signes. Et ça, j'en parle dans le livre, c'est une autre facette très intéressante de la phronésis, qui implique de savoir lire le réel autour de nous. Et c'est bien avant Homère, ça remonte à une faculté que nous partageons tous ici, qui est la faculté des chasseurs-cueilleurs, à discerner les traces que laissaient les animaux dans la forêt, c'est-à-dire une empreinte dans la boue ou alors une touffe de poils dans les branches. Et à partir de ces petits détails, eh bien, on reconstituait une réalité, en l'occurrence le passage de la proie invisible. Mais de la même manière, un médecin, eh bien, il prend sa loupe ou son stéthoscope, enfin son instrument, et il essaye de discerner les petites traces qui sont les symptômes pour reconstituer une réalité qui est la maladie du patient.